Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de votre émission Niwa de Soir sur Niwa d'Info. Un réel plaisir de recevoir également Monsieur Mamadou Diouf. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes, Bonjour Charlotte. vous êtes éditorialiste au Mali. Les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 18 juin pour dire oui ou non au projet de constitution proposé par les autorités de transition. Le scrutin a été jugé illégitime par une partie de la classe politique malienne qui a appelé à le boycotter. D'autres encore ont appelé à voter, mais pour rejeter un texte qui renforce fortement les pouvoirs du président colonel Assimi Goïta. Alors les résultats du vote sont attendus dans les jours qui viennent, mais déjà la mission d'observation électorale parle d'un taux de participation de 27%. Mamadou Diouf, que vous inspirent ces chiffres? Si ce chiffre qui a été donné par le modèle Mali se confirme, cela posera un véritable problème pour le pouvoir en place actuellement. Lequel? Mais le problème que ça va poser, c'est qu'il y a quelques semaines, si vous vous rappelez, on avait fait circuler des sondages qui montraient que les populations maliennes faisaient confiance au pouvoir en place. À quel pourcentage? On était au-delà de 80%. Il y a un vrai gap. Il y a un véritable gap. Il va falloir se poser des questions. Est-ce que ce sont des sondages qui avaient été organisés, orientés, ou bien, entre-temps, les Maliens n'ont plus cette même confiance par rapport à ceux qui sont au pouvoir actuellement? Et ce n'est pas une surprise, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. On a mal ficelé cette affaire de projet de constitution et d'élection de référendum. Puisque dès le départ, il y a certains parmi les Maliens, que ce soit au niveau des partis politiques ou de la société civile, qui ne se prononçaient même pas sur la Constitution, mais qui considéraient que sur le principe, il ne revenait pas à la transition de faire une nouvelle Constitution ni d'organiser un référendum. Et ces gens sont restés sur cette ligne pendant tout ce temps-là. Et bien sûr, ce ne sont pas ces gens que vous allez voir aller voter, puisque pour eux, le référendum lui-même n'a aucun sens, il ne doit pas avoir lieu. Ils ne seront pas dans une perspective de oui ou de non, mais plutôt dans une perspective de rester à la maison. Vous avez ceux qui n'étaient pas d'accord avec la Constitution, qui n'ont pas remis en cause le principe du référendum, mais qui n'étaient pas d'accord avec des éléments dans la Constitution. Dans la réalité, on les a suffisamment empêchés de pouvoir faire la campagne du non. Et ça, c'est une réalité. Les médias maliens en parlent depuis le début de la campagne. Les derniers éléments, c'est ceux qui ont voulu faire même conférence de presse. On est venu les vider là où ils voulaient faire la conférence de presse, puisqu'il y avait plusieurs mouvements qui voulaient voter non, tout comme qui étaient contre le référendum. L'autre élément, même la campagne du oui a été timide. Ils n'ont pas été en mesure, dans plusieurs endroits, de mobiliser les Maliens comme ils avaient l'habitude de le faire quand ils faisaient appel. Raison pour laquelle, même pour le meeting au niveau du stade, ils ont utilisé la stratégie des politiciens. Chercher des chanteurs maliens très en vue, les amener au stade pour faire du show, en étant garanti que puisque ce n'est pas payant, la jeunesse va venir remplir le stade plus pour faire le show que pour une affaire de référendum ou pas. La preuve, c'est que ceux qui ont rempli le stade, est-ce qu'ils sont allés voter au niveau du référendum? S'ils étaient allés voter, certainement, le taux de participation allait être plus important. Alors concrètement, quelle réalité cache cette absence d'engouement lors de ce référendum? Il va falloir l'étudier d'abord pour savoir est-ce que c'est des gens qui n'étaient pas pour le oui et qui ont trouvé inutile d'aller voter non, ou bien est-ce que c'est ceux qui considèrent qu'il ne leur revenait pas de changer de constitution et d'organiser un référendum et qui sont dans une posture de boycott, puisque les deux éléments ne sont pas les mêmes. Il faut s'interroger également, est-ce que pour les Maliens, la priorité n'est pas ailleurs? Parce que tous les Maliens ne sont pas dans des partis politiques, tous les Maliens ne sont pas dans des organisations de la société civile. Ces 8 millions de Maliens qui devaient aller aux élections et qui ne sont pas partis, est-ce qu'ils n'ont pas considéré que ce n'est pas ça leur priorité? Leur priorité se trouve ailleurs. Ou bien est-ce qu'ils n'ont pas pensé que ce n'est pas ça la mission de la transition? Leur mission se trouve
ailleurs sur la question de la sécurité, etc. Il va falloir étudier cette affaire et ça va être difficile dans le contexte malien puisque pour le faire, il faut qu'on laisse les gens pouvoir s'exprimer pour qu'on sache qui n'a pas voté, pourquoi il n'a pas voté. Et c'est ça qui va permettre de faire une analyse objective de la situation et de pouvoir dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que, Mamadou Diouf, on peut se poser également la question, des questions liées à la popularité du colonel Assimi Goïta lui-même en personne au Mali? On est obligé de se poser la question parce qu'on a même biaisé le référendum. Si vous regardez ceux qui étaient partisans du oui, à part quelques politiques qui posaient un débat de référendum, poussaient les gens à voter comme si on votait pour Goïta. Et c'est dangereux. Le scrutin a donc été confondu à une sorte de présidentielle? Pas président, une sorte de plébiscite. Malheureusement, de façon générale, en Afrique, on ne fait pas de référendum. On organise un plébiscite. Quand le président dit oui, on demande aux gens d'aller voter, de soutenir le président de la République. Alors qu'un référendum, c'est le contraire. Au Mali, il s'agissait de refonder le Mali. Pour refonder le Mali, on s'appuie sur la Constitution, mais il fallait un véritable débat sur la refondation. Il fallait un véritable débat, pas sur l'intégralité de la Constitution, parce que tout n'a pas été changé, mais sur ce qui change, pour que, en allant voter, que le Malien qui part voter sache pourquoi il vote. Mais ça a été plutôt un plébiscite en disant non, c'est pour la souveraineté du Mali. Un certain nombre de, j'allais dire, de slogans, de propagande qu'on a utilisés pendant fort longtemps. Et je l'ai dit plusieurs fois ici sur ce plateau, on ne peut pas nourrir une population avec des propagandes. La propagande a une limite. Et le référendum, malheureusement, semble être le premier indicateur de la limite de la propagande au niveau du Mali. Le scrutin de ce dimanche a été jugé illégitime par une partie de la classe politique malienne qui a appelé même à le boycotter. Et comment est-ce qu'ils justifient cela? Pour eux, il y a plusieurs choses. La première chose, ils partent de la Constitution de 1992. Ils partent de comment cette Constitution a été élaborée, puisque l'élaboration a été beaucoup plus participative que l'élaboration de la Constitution actuelle. Ils regardent également comment à cette Constitution, un très grand nombre de Maliens sont allés voter et la Constitution n'a pas été adoptée à 27%, si le 27% se confirme, mais à plus de 90%. En ce moment, eux, ils considèrent que cette autre Constitution a encore sa légitimité. Deuxième élément, ils rappellent que cette constitution a été l'issue de plusieurs a été mise en place à l'issue de plusieurs luttes, dont la dernière en particulier a coûté la vie à plusieurs Maliens. D'ailleurs, la place des martyrs qui est au Mali a été mise en place à cause de cela. Mais raison pour laquelle ils considèrent que si on revient sur un certain nombre parmi les principes fondamentaux qui sont sortis de la Constitution de 92, c'est comme si on remet en cause cette lutte démocratique qui a été menée et c'est comme si on balaye d'un revers de main tous ces Maliens qui sont tombés pendant cette période pour aboutir à la Constitution de 1992. Donc vous voyez que la posture n'est pas exactement la même. C'est pourquoi j'ai dit ça demande une étude pour qu'on sache finalement ceux qui n'ont pas voté, quelle est la posture qui les a empêchés de voter. C'est important pour que dans le futur, que le régime militaire s'organise davantage en attendant les prochaines élections. Avec ce scrutin, il s'agit de la première étape validée par un calendrier avant la présidentielle de 2024. Mais justement, est-ce que ce scrutin a été pour le pouvoir en place un test avant cette présidentielle? Non seulement ça a été un test, mais moi je considère que ça a été en même temps un piège. Puisque certains des soutiens du pouvoir disait tout le temps qu'on ne doit pas organiser d'élections au Mali. Pourquoi on nous parle dans la feuille de route d'élections? Ce n'est pas la priorité. On ne peut pas organiser des élections dans des conditions d'insécurité. Ils l'ont fait. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'excuses aujourd'hui pour ne pas organiser l'élection présidentielle. On va donner quelle excuse? Parce que certains tenaient ce discours. Non, on s'occupe des questions de sécurité. Pourquoi on veut nous obliger à tenir des élections? Ils ont organisé des élections où tous les Maliens n'ont pas pu voter. Ils l'ont organisé dans l'insécurité. Cela veut dire qu'on peut organiser l'élection présidentielle dans les mêmes conditions, mais cela veut dire également que la feuille de route doit pouvoir être respectée, ce qui veut dire qu'il reste que quelques mois au régime militaire pour pouvoir organiser l'élection présidentielle. Est-ce qu'ils ont assez de temps? Mais ce n'est plus une question d'assez de temps. Le défi le plus important, c'était cela. Le temps, ils ont connu 3 mois de retard.
Mais s'ils veulent rattraper 3 mois de retard, ils peuvent le faire. Le Mali organise des élections depuis l'indépendance quand même. Organiser des élections, ce n'est pas la mer à boire. Quand on veut le faire, quand on y met les moyens, quand on y met la volonté, cela est possible. Maintenant, quand on veut reculer la transition, on fait le contraire. On fait traîner les choses pour au dernier moment prétexter que voilà, alors que depuis le départ, écoutez les partis politiques maliens se prononcer, mais ils disent clairement que les gens sont en train de traîner les pieds pour aboutir encore à une autre prolongation de la transition, et vous avez des gens qui se prononcent là-dessus de façon extrêmement forte. Mamadou Diouf, vous avez parlé également de priorités. Pour le peuple malien, quelles sont les priorités de l'heure? Mais la première priorité, on n'a même pas besoin de demander aux Maliens, c'est la sécurité. Et d'ailleurs, c'est ce discours de la sécurité qui a été vendu aux populations qui avait créé cette sorte de sursaut sur le plan national de la part des Maliens, parce que ça fait banalement plus de 10 ans qu'on ne peut plus aller là où on veut au Mali. Et quand on est sur la route, on ne sait pas si le bus, la voiture va être kidnappée. Qu'est-ce qui va se passer? La deuxième priorité, mais il y a des problèmes actuellement sur le plan social, comme dans tous les autres pays d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas essayer d'en faire une spécificité par rapport au Mali. Mais avec la question sécuritaire, ça devient plus compliqué pour le Mali que pour d'autres pays. La rupture des relations avec un certain nombre de pays a créé une sorte de déséquilibre par rapport à un système, et ils ne sont pas encore parvenus à mettre en place en bonne et due forme un système. Vous avez des problèmes de délestage, vous avez les magistrats qui se sont plaints et qui sont allés en grève, vous avez ceux de l'enseignement supérieur qui ont suspendu leur grève en attendant une négociation, les transporteurs, etc. C'est qu'il y a d'autres difficultés qui sont là, qui ne sont plus une question du Mali de façon globale, mais d'un groupe de Maliens qui réclament un certain nombre de choses, et c'est la durée de la transition qui fait cela. C'est pourquoi, dans le principe, une transition ne dure pas. On vient pour régler un certain nombre de problèmes déterminés de façon extrêmement claire, dans un calendrier bien établi. Maintenant, à celui qui est élu de venir prendre en charge l'ensemble des problèmes du Mali, et même avec un mandat, il ne les réglera pas. Même s'il le promet pendant la campagne, il raconte des histoires, il ne les réglera pas. Il va poser ses pierres, partir, d'autres viendront poser leurs pierres. Au Mali, on peut également relever un problème lié à la division, notamment entre le nord du pays et Bamako, justement. Est-ce qu'il y a une relation suite à ce référendum et l'accord de paix d'Alger signé en 2015? Oui, un des éléments d'information que le référendum donne et qui n'est pas du tout intéressant pour le Mali en tant qu'un pays, d'autant plus que la Constitution parle de unitaire, parce que n'oublions pas que les Touaregs, le front Azawad de façon générale, bon, certains ont réclamé l'indépendance, d'autres ont réclamé une fédération, mais la Constitution actuelle précise unitaire. Mais le unitaire, on ne l'a pas vu à travers le référendum, puisque ceux-là, dans les zones qu'ils dominent, ils ont interdit que le vote ait lieu. Ils n'ont même pas accepté que le matériel soit mis à disposition pour que les populations aient le choix d'aller voter ou de ne pas aller voter. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de vote. Et il n'y a pas eu de vote des militaires, il n'y a pas eu de vote des populations civiles. Parce que eux, ils avaient réclamé ce côté fédération, ils ne l'ont pas obtenu. Dans les dernières négociations, on allait plutôt vers une décentralisation qui donnait un certain pouvoir à ceux qui vont être les responsables sur le plan local. La CMA avait de façon très claire dit, quand on va élire, s'il s'agit du maire ou bien d'un gouverneur, la CMA avait demandé qu'il soit élu au suffrage universel direct par les populations de la localité. Ce qui lui donnait bien sûr un pouvoir qui n'a rien à voir avec le pouvoir d'un gouverneur qui a été nommé par un gouvernement ou bien par le président de la République. Et ça montre clairement qu'il y avait cette dissension, sans compter que ce n'est pas actuellement le seul point sur lequel la CMA ne s'entend pas avec le pouvoir actuel au Mali. Il y a plein de points de division entre les deux et tout le monde savait qu'aujourd'hui, les relations ne sont pas du tout au beau fixe entre le CMA et le pouvoir en place. Parlant de la MINUSMA, cette fois le Mali a brillé au Conseil de sécurité avec les déclarations de son ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il est vraiment temps de tourner la page de cette mission au Mali? Est-ce qu'il est temps? Je ne sais pas. Je dirais plutôt qu'il n'y a pas de surprise. Tout le monde avait vu venir. Parce que la MINUSMA n'était plus que l'ombre de la MINUSMA. Vous ne pouvez pas décoller avec vos avions sans demander notre autorisation. Vous ne pouvez pas aller dans telle zone. Quand la MINUSMA parle de droits de l'homme, on lui dit pourquoi, etc. Tout le monde savait que la mission était terminée.
Maintenant, qui allait claquer la porte le premier? Quand est-ce que ça allait se faire? C'est ce qui restait. N'oublions pas que la Côte d'Ivoire avait décidé de prendre ces gens. L'Allemagne avait fait la même chose. D'autres pays s'étaient rendus compte que bon, c'est pas la peine de continuer parce que ce n'est plus la MINUSMA véritablement. Donc, autant partir. Il n'y a aucune surprise. Maintenant, c'est peut-être la manière qui pose problème. Quand la MINUSMA venait, ce n'est pas la MINUSMA qui s'est imposée au Mali. Il n'y avait pas besoin de faire une déclaration publique pour le faire. Il y a des méthodes beaucoup plus diplomatiques pour montrer à la MINUSMA que, bon, pour X ou Y raison, on souhaiterait qu'on ne renouvelle pas le mandat. Certains même ont pensé que ça a été un coup d'éclat pour pouvoir pousser davantage les Maliens vers cette question de la souveraineté en espérant que ça crée un sursaut par rapport au référendum. Ben, si le 27% se confirme, ils ne l'auront pas réussi. Pour d'autres également, c'est peut-être aussi cette déclaration publique, c'est aussi la conséquence directe du dernier rapport de l'ONU qui a accablé le pouvoir en place au Mali. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit dans la mission de la MINUSMA doit produire tous les 3 mois un rapport. Un rapport. C'est prévu, ce n'est pas une nouveauté. Et la MINUSMA l'a toujours fait. C'est vrai que le cas de Moura est compliqué parce que si les accusations s'avèrent vraies, mais ces gens-là peuvent être poursuivis par la CPI. Parce qu'il y a cette affaire-là, il faut faire attention à cette affaire-là. Ce n'est pas une affaire il y a des personnes qui ont été tuées. Dans une guerre, on tue des gens. Mais même dans la guerre, il y a des règles. Si on les considère comme des crimes de guerre, les auteurs peuvent être poursuivis. Rappelez-vous, au niveau de la RDC, c'est la même chose. On se plaint des rapports, mais quand l'ONU est quelque part, l'ONU s'occupe des questions des droits de l'homme. Et même quand la MINUSMA va quitter le Mali, l'ONU va continuer à s'occuper des questions de droits de l'homme au niveau du Mali parce que le Mali est membre de l'Organisation des Nations Unies et ça fait partie des rôles de cette organisation. Nous parlions du référendum qui a eu lieu ce dimanche 18 juin au Mali, qui a connu une participation de 27%, des chiffres encore non confirmés par les autorités en place ou même de la commission électorale au Mali. Mais est-ce que, selon vous, le oui est en voie de l'emporter? Certainement, c'est le oui qui va l'emporter. Le problème, c'est que ça sera un oui qui n'aura rien à voir avec le oui qui était recherché. Puisque ce qu'il fallait aux militaires, c'était un énorme taux de participation et un oui qui l'emporte de façon écrasante. Parce que si vous avez un oui qui l'emporte de façon écrasante avec un taux de participation qui est faible, bon, on revoit un peu ce qui s'était fait en Tunisie avec Kais Saied. Oui. Il faut qu'on tire les leçons. Ce n'est pas la peine de forcer, comme on dit. Il ne faut pas forcer. Il faut amener les populations à comprendre et à se décider d'elles-mêmes à participer, à dire oui ou à dire non. Cela aurait permis à ce référendum d'être le premier pas de la reconstruction, de la refondation du Mali. Mais le référendum a été une cassure supplémentaire au niveau du Mali, alors que la Constitution parle d'un Mali unitaire. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour le plateau de l'invité.